Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette dernière session de notre cycle de conférences avec cette année, on va dire, un petit changement de concept où on a choisi un fil rouge qui était le suicide de la personne âgée et qu'on a décliné avec plusieurs intervenants. On a eu un topo sur la dépression du sujet âgé, on a eu un topo un peu plus philosophique sur l'idée, quelle idée se fait-on de la dignité. On a eu aussi un topo intéressant sur la prise en charge finalement de ceux qui restent, je ne sais plus le terme exact, mais des gens, comment on accompagne les endeuillés du suicide. Bon, je ne vais pas tous les décliner, mais c'est vrai que l'année a été assez riche et finalement éclectique. Et c'est un point d'honneur qu'on met pour ce cycle de conférence, c'est d'essayer de un peu ouvrir, essayer d'ouvrir un peu les perspectives et un peu sortir un peu le nez du guidon. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'accueillir le professeur Calpin, qui est psychologue clinicien avant tout, et puis professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l'université de Lyon 2, que j'ai rencontré à La Réunion, ce qui est quand même dingue. Vous arrivez juste. C'est ça. Vous veniez faire une formation sur la clinique du vieillissement. Et c'était vraiment des temps d'échange très riches. Et ce que je retiens de cette formation, c'est toutes les références que vous nous donnez sur des romans, sur des. J'en ai acheté quelques-uns. Je n'ai pas tous lu encore, mais je vais continuer. Et j'ai trouvé ça, du coup, encore une fois, dans cette idée de sortir la tête du guidon, d'aller vers autre chose. Et c'est vraiment ce que je retiens de cette formation, c'est toutes les petites notes sur pas que de la psychologie clinique, quoi. Et du coup, c'est naturellement que j'ai pensé à vous pour clôturer notre cycle sur le suicide de la personne âgée et notamment en traitant la question du refus de soins, avec un parti pas pris, mais peut-être un angle un peu choisi. Est-ce un équivalent suicidaire? Point d'interrogation. Ou comment on peut un peu élaborer autour du refus suicidaire, évidemment, c'est très large. Mais qui, je pense qu'en pratique clinique, concerne tout le monde. On a tous eu des patients en refus de soins, des équipes en difficulté, nous-mêmes aussi en difficulté. Et du coup, je pense que ça va bien résonner pour nos participants. Donc merci beaucoup d'être là. Et puis, place au spectacle. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Toutes mes excuses, mon train il y a 3 quarts d'heure de retard. Et ils disaient maintenant, ils ne prennent même plus la peine de fournir des excuses. Donc voilà, d'un fois, on commence à 3 quarts d'heure de retard. Voilà, donc je suis bien embêté. Alors, effectivement, ça me fait plaisir d'être invité. C'est vrai que ce thème de refus de soins, mais ce n'était pas articulé au suicide, faisait partie de ce que j'avais pu présenter quand j'étais allé à la Réunion, hein, mais voilà, ce n'était pas articulé à la question du suicide. Et en même temps, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de le reprendre en l'articulant plus particulièrement à cette question. Alors, du coup, Stéphanie Magosin m'a tendu la perche, puisque j'aimais bien avoir des références littéraires aussi. Donc je vais commencer avec ça. Juste sur ma présentation, une toute petite précision, c'est que depuis septembre dernier, je suis ce qu'on appelle professeur émérite, autrement dit, je suis à la retraite. À la retraite de la fac, et j'interviens dans un service de gérontopsychiatrie, donc moi je vis à Vichy, dans le cadre d'un hôpital de jour gérontopsychiatrie. Voilà. Alors, du coup, donc, dans les citations, je commencerai par celle-ci. Je leur dirais qu'ils avaient choisi la vie tous les deux, même si c'est parfois le choix le plus difficile. Vous savez que j'ai lu ce livre qui s'appelle Le Bureau d'éclaircissement des destins. Un très très beau livre qui est sorti à la rentrée dernière. Et quand je suis tombé sur cette phrase, je me suis dit, ah mais oui, tiens, c'est vraiment... Ça fait vraiment le lien avec ce que j'ai envie de dire, hein, effectivement, cette idée que le choix de la vie est parfois le choix le plus difficile. Hein, et qu'on rencontre, on a tous les âges de la vie, bien évidemment, mais en particulier avec des sujets âgés, quand apparaissent soit des dépendances, soit aussi des pertes et des accumulations de pertes, et où à un moment donné, voilà, la question de choisir la vie reste importante. Alors cette phrase-là, elle est dite à propos de ses ascendants par la petite fille d'une femme
qui est morte pendant la Shoah, qui a été assassinée, et elle l'adresse à ses enfants. Et je me disais, cette phrase est aussi intéressante parce que, et vous verrez que ça va être un des fils rouges, elle dit bien comment ça s'inscrit dans la relation. C'est-à-dire que c'est en même temps, ils avaient, c'est-à-dire que c'est le mari et elle, et en même temps une manière de se dire des choses à travers les générations. Il me semble que ce choix de la vie, au fond, il est souvent implicite, silencieux, presque inconscient, je dirais. Il peut aussi nous sembler finalement normal ou naturel. Et à certains moments, on va avoir des patients qui vont nous interpeller pour nous dire non, mais quand même, voilà, la question se pose et c'est un choix. Et puis parfois, ce choix, il est effectivement mis de manière beaucoup plus explicite sur le tapis. Je ferai une deuxième référence littéraire, c'est aussi quelque chose que j'ai lu assez récemment, un livre qui s'appelle « Apprendre ou à laisser » c'est une écrivaine qui s'appelle Lionel Shriver, et qui est très intéressant parce que c'est un couple, donc des gens qui à l'époque ont la soixantaine, qui accompagnent leurs vieux parents, et le parent de la femme est devenu dément, est devenu agressif, désagréable, un peu violent, et donc il l'accompagne jusqu'à ce qu'il meure. Et à ce moment-là, le mari, donc le gendre de celui qui est mort, dit à sa femme, je te propose un contrat, faut pas qu'on vienne comme ça, donc quand on aura 80 ans, on se suicidera. Je te propose qu'on se suicide ensemble, on ne pèsera pas l'un sur l'autre, on ne pèsera pas sur nos enfants. Et alors, ben voilà, elle ne bondit pas d'enthousiasme, la perspective ne la tente pas plus que ça, elle prend du temps pour réfléchir, et là où le livre, alors vraiment je trouve que cliniquement il est très très intéressant, et en même temps il est très malin, c'est qu'en fait, les différents chapitres qui suivent sont autant de scénarios à partir de la proposition initiale. Alors, elle finit par dire oui, mais tout en se disant, en réalité, je suis un peu sous emprise. C'est-à-dire que je dis oui, mais c'est pas si clair que ça. Voilà. Et le livre après décline, ils arrivent aux 80 ans, et du coup, et finalement oui, et finalement non, et finalement un des deux. Et je trouve que cliniquement, ça montre bien, en même temps, je crois qu'on pourrait aussi le lire comme un peu la fantasmatique de certains sujets vieillissants par rapport à l'idée de finir leur vie. Et puis toute dernière référence, c'est le texte d'André Gorz qui s'appelle Lettre à D, alors que je trouve un très beau texte. Et moi qui m'avais fait, je me suis dit que c'était le mécanisme de défense qui était à l'œuvre, j'avais fini ce livre assez émerveillé par cet amour de ce couple qui vieillit, et 2 ans après, j'ai lu dans la presse qu'ils s'étaient suicidés ensemble. Du coup, j'ai relu le livre, je dis, vraiment, tu ne voulais pas le voir. Parce que quand on relit le texte, on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose de... il n'est pas envisageable qu'ils soient séparés. Ils ont mené une vie assez fusionnelle, en fait. Ils ont toujours travaillé ensemble, ils ne se sont jamais quittés. Et du coup, c'est un peu impensable pour eux de se séparer. Voilà. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, dans aucun des... ni dans Apprendre ou à laisser, merci, ni dans le livre de Gorz, il est question de demander de l'aide, de penser quelque chose du côté du soin, de se dire que peut-être on traverse un moment dépressif. Alors, Gorz, c'est des philosophes, vous disiez que vous aviez un ou une philosophe qui était intervenu, et effectivement, il rationalise très bien, parce que toujours, je trouve, une question pour nous autres psy, c'est, voilà, si je dis il rationalise, on voit bien qu'il y a une forme de parti pris chez moi. On pourrait dire, voilà, ils sont adultes, ils sont libres, ce qui est vrai, bien évidemment. Et comment on va lire ça? En préparant mes revenus, toujours sur cette question du suicide, un souvenir très lointain, parce qu'à l'époque j'étais à ce qu'on appelait encore la maîtrise, pour vous dire. Mais ça m'avait beaucoup marqué. J'avais Jean Guillaumin comme professeur, qui était psychanalyste. Bon, il est mort, ça aurait été un très très
très vieux monsieur. Et dans un cours, il avait évoqué une patiente qui suivait en analyse depuis quelque temps, qui avait fait, qui s'était suicidée, qui s'était ratée, mais qui s'était retrouvée en réanimation. Enfin, voilà, on n'était pas dans vraiment une forme d'appel. Hein. Vraiment, ça n'avait pas marché, mais ça aurait dû marcher. Et donc l'hôpital l'appelle, lui dit quand elle va sortir, donc après un petit moment, quand elle va sortir, voilà, on voulait vous informer, on l'invite vivement à venir reprendre son analyse avec vous. Et il nous dit, moi j'avais 21 ans, 22 ans, ça m'avait assez surpris, il l'a accueilli en lui disant « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Comme les parents qui vous disent il m'a fait la varicelle, si, ils le prennent trop quand même. Hein, voilà. Et lui, il lui dit qu'est-ce que vous m'avez fait, c'est-à-dire, au fond, ça vient mettre en question, on va dire, les deux théories implicites du suicide, d'une certaine manière. C'est la personne n'est plus en lien avec ses objets, elle n'est plus en lien avec le monde, elle est dans une espèce de clôture narcissique qui la conduit à la mort, ou alors on se dit, ça s'adresse à quelqu'un. Alors, après, c'est sans doute pas en tout ou rien, hein, mais vous voyez que, en tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que le modèle de il y a quelqu'un qui le prend pour lui, d'une certaine manière, c'est un modèle qui réintroduit d'emblée l'acte dans la relation. C'est-à-dire, c'est pas un acte. Alors, après, je pense que selon les suicides, etc., il y a un gradient hein, entre, effectivement, un mouvement où il y a une très grande fermeture, puis un mouvement où il y a une adresse plus explicite. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble qu'au fond, c'est une dimension performative. C'est-à-dire que si on l'accueille sur le mode « qu'est-ce que vous m'avez fait ?» ça produit quelque chose. Alors Guillaume nous disait, ça la mise en pétard. Hein. Ouais, tout tourne autour de vous, voilà, vous croyez si important que ça. Mais à partir de cette engueulade, ça a renoué la relation. Voilà. Et je trouve que dans ces questions-là, et dans les refus de soins aussi, c'est du coup de se dire, est-ce qu'on le prend pour une information, il ne veut pas se faire soigner, il nous dit qu'il ne veut pas être soigné, ou est-ce qu'on le prend comme un élément relationnel? Voilà. Et que ce n'est pas la même histoire. Hein, et que, voilà, des fois, on peut être tenté de le prendre comme une information, il me dit qu'il ne veut plus vivre, ok. Voilà, ce qu'on se dit, il me dit qu'il ne veut plus vivre. Et qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'accueille? Des fois, il suffit que ça se passe à minima par je vous propose qu'on se revoie. C'est-à-dire que déjà, on s'inscrit dans l'espoir que peut-être une relation va pouvoir s'établir. Alors je crois qu'on est vraiment sur ces questions-là, hein, au cœur de la clinique et du refus de soins quand il est exprimé, hein, on verra tout à l'heure qu'évidemment ce n'est pas toujours le cas, et de la clinique suicidaire. Hein, et du coup, voilà, dans ce refus de soins, il me semble que là aussi, on va aller d'un refus qui va être un refus implicite, muet, difficilement repérable. Hein, c'est-à-dire que quand c'est des patients qu'on connaît déjà, on le repère, mais il y a des gens qui ne seront jamais des patients pour nous, qui vont passer, qui vont passer à travers, ils sont chez eux, ils sont un peu isolés, etc. Et on ne le saura jamais. Et on peut dire que sans doute que pour un certain nombre, il y a, refusé d'entamer une relation, une relation de soins qui peut être une relation qui va comporter de l'hospitalisation, qui va comporter un traitement, etc. Dans un certain nombre de cas, ça fait partie des choses les choses connues dans la clinique du suicide du sujet âgé, c'est que on peut aussi avoir, et idem pour le refus de soins, on peut avoir une rationalisation qui est extrêmement convaincante. C'est-à-dire que du coup, on perçoit moins la dimension suicidaire parce que la personne âgée va rationaliser, ne serait-ce que vous comprenez, j'ai perdu mon conjoint, on n'avait pas d'enfant, j'ai de plus en plus de problèmes pour me déplacer, j'ai mal dans mon corps, etc., etc. Donc il vaudrait mieux que je sois mort. Bon, après il y a tout un pas entre dire vaudrait mieux que je sois morte et puis faire ce qu'il faut
pour mourir. Hein, on entend bien hein, ça, mais là aussi, du coup, c'est qu'est-ce qu'on répond hein, et, enfin, je fais une toute petite aparté, mais je me dis, la potentielle évolution de la loi sur la fin de vie va changer la donne, forcément. C'est-à-dire que si moi, la personne me dit je voudrais bien mourir, j'ai vu une dame qui disait l'infirmière, ah mais vous devriez me piquer, et l'infirmière, mais comme ça c'était un plus en public quoi, et l'infirmière lui répond, mais vous voulez m'envoyer en prison? Mais pourquoi vous dites ça? Parce que c'est interdit par la loi. Comment ça se joue si c'est permis par la loi? C'est forcément on va être engagé dans autre chose. Est-ce qu'on va le prendre au pied de la lettre, enfin, comment éventuellement on va accompagner la... Enfin voilà, mais moi je trouve que cette dimension en tout cas du cadre social est extrêmement important. Et qu'au fond on pourrait dire même, alors j'élargis encore un peu le propos, mais plus largement, on voit bien comment au fond, si jamais la loi évolue, on pourrait dire on passe d'un paradigme où ce qui est premier c'est la vie à un paradigme où ce qui est premier c'est la liberté. Et la dignité, j'entendais que vous aviez travaillé là-dessus. Bon, on ne va pas se lancer sur c'est quoi la dignité, parce qu'on pourrait y passer l'après-midi, mais c'est une vraie, je trouve que c'est des questions extrêmement importantes. Donc ce refus de soins, voilà, il peut être bien rationalisé. Il vient aussi questionner comment le sujet éventuellement sollicite son entourage familial ou professionnel. Il peut aussi s'inscrire, on y reviendra tout à l'heure, mais dans un registre de provocation, mais au sens de provoquer une réaction. C'est-à-dire au fond, qu'est-ce que vous en faites? Ça peut être du côté aussi bien de la recherche d'assentiment que, dans un certain nombre de cas, une recherche d'opposition. Ça peut être aussi, finalement, dans une relation marquée par la méfiance, ou par la perte de confiance, ou par le sentiment qu'il n'y a plus d'objets, de personnes secourables autour du sujet. Voilà, je trouve qu'on le voit, ces personnes, moi je me rappelle d'un monsieur, ça m'avait beaucoup frappé, qui avait été hospitalisé pour un épisode dépressif assez grave, alors il n'y avait pas du tout de tentative de suicide, et qui disait, ce qui m'a fait craquer, c'est quand j'ai perdu, il était veuf depuis une dizaine d'années, c'est quand j'ai perdu mon dernier contemporain. C'est-à-dire qu'il était son beau-frère, et il dit, maintenant, il avait plus de 90 ans, je n'ai plus personne de ma génération. Il avait des enfants qui visiblement étaient plutôt attentifs, mais vous imaginez les enfants, ils avaient 70 ans. Voilà, il disait en tout cas, il y a quelque chose d'une, cette espèce, on pourrait dire, d'immédiateté du rapport au monde qu'on a avec les contemporains, et qui est perdu. Et que là, vraiment, il s'est effondré. Alors après, il s'est reconstruit, en particulier parce qu'il avait effectivement des enfants attentifs, etc. Il disait, mais ce qui pour moi est des souvenirs, maintenant, pour les autres, c'est des témoignages, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Voilà, c'est plus, on ne peut plus se raconter ce qu'on a vécu ensemble. Alors, pour avancer, je vous proposerai trois rapides situations cliniques autour de cette question, effectivement, du soin et du suicide. La première, c'est un monsieur que j'ai appelé Pierre, qui a été hospitalisé suite à une tentative de pendaison. Et comme il le disait lui-même, il dit j'ai vraiment pas eu de peau, parce qu'au moment où il s'est pendu, son voisin est venu chercher une tronçonneuse. C'était pas prévu. Il se prêtait à la campagne, et le voisin débarque, il le voit, et il a eu le temps de couper la corde et de le sauver. Et vraiment, il disait mais vraiment, j'ai pas de peau, quoi. Je passe des journées où je vois personne. Voilà. Donc il est hospitalisé, et pendant l'hospitalisation, il dit que ça va mieux, mais que de toute façon, si à un moment ça va pas bien, il recommencera. Ce qui a été très compliqué parce que le psychiatre a été pris dans
temps, on ne va pas le garder à l'hôpital toute sa vie parce qu'il risque de se... Voilà. Et puis en même temps, il se sentait évidemment responsable. Hein. Voilà. Et donc, ce monsieur a fini par sortir. Assez vite, il a mis cours au suivi CMP. Hein, il avait l'année infirmière et revenu au psychiatre. Et on a appris, mais 5 ans après, qu'effectivement, il s'était suicidé. Mais 5 ans après. Donc voilà, il avait revécu en ayant suffisamment de goût. Et on se disait, on voyait que chez ce monsieur, il y avait effectivement, on pourrait dire, il avait été hospitalisé sous contrainte, hein, mais on pourrait dire, il s'est inscrit à minima dans le soin, mais je crois que d'une certaine manière, on n'était pas sur un refus de soins massif, mais voilà, il ne voulait pas mettre quelque chose au travail plus que ça, il ne voulait pas non plus de traitement, il ne voulait pas d'hôpital de jour, rien du tout. Hein, donc il y avait bien une forme de refus de soins où voilà, il ne pouvait pas changer finalement son scénario que si à un moment c'était trop pénible, eh ben, il mourrait, le problème serait réglé. Deuxième situation, c'est ancien, c'était dans un service de psychiatrie adulte à l'époque où, à Vichy, mais pas un peu partout ailleurs aussi d'ailleurs, il n'y avait quasiment pas de gérontopsychiatrie. Hein, c'était traité dans les unités de psychiatrie générale. Et donc là, c'est une dame que j'ai appelée Alphonsine, qui avait été hospitalisée parce qu'elle présentait des troubles cognitifs. Et elle s'était mise à refuser très violemment toute aide à domicile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'était bouclée chez elle et elle ne voulait plus entendre parler de rien. Ça l'a conduit à une hospitalisation sous contrainte, parce qu'elle était vécue à raison, hein, comme se mettant en danger. En plus, il y avait un début d'intoxication alimentaire, parce que comme elle était quand même un peu désorientée dans le temps, elle mangeait des trucs qui étaient au frigo depuis 15 jours. Voilà. Voilà. Et cette dame, au fil de l'hospitalisation, je le dis, on se l'est dit après coup, mais elle a très bien compris que si elle voulait retourner chez elle, il fallait dire oui. Donc, elle voulait tout. Le repas à domicile, l'aide ménagère, l'infirmière de secteur, bon. Mais elle le faisait avec beaucoup de finesse, hein, c'est-à-dire qu'il y en a, on les voit venir, quoi. On dit là, voilà, bon. Non, elle, petit à petit, bon, tout ça. Et moi, ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser, d'une part, au travail de Goffman, quand il dit, finalement, le malade, il s'adapte à l'institution. Et il y a un sociologue à Lyon qui s'appelle, alors j'ai perdu son prénom, qui s'appelle Vidal Naquet, qui a beaucoup travaillé sur la ruse en psychiatrie. Et c'est extrêmement intéressant. Parce que c'est et la ruse on trouve des trucs de lui sur Kern, hein, et la ruse des patients, et la ruse des soignants. Voilà. Ah, et il dit, alors après, il dit j'en regrette un peu d'avoir utilisé ruse parce que ça peut être vécu péjorativement, alors que dans son idée, c'est pas ça. C'est pas quelque chose de négatif, hein, c'est effectivement comment les patients qui rusent. Donc elle avait rusé, hein, elle avait bien compris, et on peut dire qu'au fond, il n'y avait pas d'adhésion aux soins. C'est-à-dire qu'en gros, elle était sur l'idée qu'on l'avait hospitalisée injustement, que, comme elle était maligne, elle avait repéré les règles du jeu, et elle s'est dit, ok, je vous dis oui. Alors pas au début, hein, au début elle était très en colère et tout ça, mais ouais. Et effectivement, elle est retournée chez elle, et rebelote. C'est-à-dire qu'après avoir dit oui à tout, elle a dit non à tout, et de nouveau, elle a été réhospitalisée. Là, et du coup, il n'y avait vraiment pas de conscience qu'elle avait besoin de soins. Hein, elle était en même temps sur une... Alors, c'était... dire, un intermédiaire entre une position mégalomaniaque et un déni de ses troubles. Hein, c'était j'ai besoin de rien, je me débrouille tout seul, etc. Alors, il me semble que ça pose vraiment, la question, finalement, de jusqu'à quel point, comment le sujet se représente sa fragilité, comment jusqu'à quel point il croit à sa propre mort. Hein, alors on sait que c'est un grand débat dans la psychanalyse. Hein, côté Freud nous dit l'inconscient ignore la mort propre. Donc, consciemment, préconsciemment, oui, d'accord, on sait bien qu'on est mortel, mais quand même. Hein, peut-être qu'il pourrait y avoir une petite exception pour moi.
je ne suis pas comme les autres. Voilà, et puis le courant kleïnien qui, au contraire, dit, au fond, il y a une expérience de la mort propre à travers les détresses archaïques, et le sujet, finalement, va plutôt élaborer l'angoisse de mort. Alors que Freud, il dit, l'angoisse de mort, c'est, il a cette formule, il dit, c'est un analogon, un équivalent de l'angoisse de castration. C'est-à-dire qu'in fine, on aurait l'angoisse de castration. Moi, j'avoue que sur cette clinique-là, je trouve qu'il y a une vraie angoisse de mort. On peut, voilà, là-dessus, je serais beaucoup plus proche de la position de Mélanie Klein, de dire, voilà, quelque chose qui va être du côté d'angoisse, d'être néantisé, etc. Alors, évidemment, la situation de cette dame, hein, on pourrait faire des ponts aussi avec, on avait peut-être parlé, hein, la question du syndrome de glissement, hein, où là aussi, hein, il y a une volonté de mort extrêmement prégnante. Même si je sais bien que c'est un terme, il y a des détracteurs, hein, en particulier, alors, une partie est liée au fait qu'à un moment donné, ça a été posé comme une condamnation. C'est-à-dire que si on disait c'est un syndrome de glissement, au fond, les professionnels disaient, bon, c'est foutu. Et que un certain nombre de travaux, alors je pense en particulier il y a eu des kinés, des psychomotes qui ont travaillé sur ces choses-là et qui montrent que c'est pas une fatalité. Alors il y a des fois où on n'y arrive pas, hein, bien évidemment, mais il y a aussi des situations dans lesquelles, hein, dans toutes les pratiques infirmières, à travers un nursing extrêmement intensif, il y a quelque chose qui se réamorce. Hein. Et je crois que c'est encore une fois une manière de dire, vous voyez, ça rejoint encore à la dimension performative, c'est-à-dire qu'au fond, s'il y a quelqu'un qui croit qu'on peut essayer quelque chose, qui continue d'être dans la relation, parfois, ça raccroche. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi, vous voyez, c'est la question du début, c'est est-ce qu'on pense de manière, est-ce qu'on pense aussi au suicide de manière un sujet qui est coupé de ses objets, de ses relations, ou est-ce qu'il y a un minimum d'adresse. Et je trouve que c'est très net quand les gens évoquent l'idée du suicide en disant « Ah non, mais je ne peux pas parce que je ne peux pas faire ça à mon mari ou à ma femme ou à mes enfants ou je ne peux pas faire ça au mon Dieu. » C'est-à-dire que quand même, voilà, il y a un tiers qui fait que ça raccroche. Et puis il y a un moment où voilà, il y en a où il n'y a plus de tiers, ou en tout cas ça raccroche plus. Et puis la toute dernière situation, c'est une dame, alors je vais l'appeler Martine, qu'on voit à l'hôpital de jour. C'est une dame d'un peu plus de 80 ans, extrêmement vive intellectuellement. Elle a un humour assez caustique, dirons-nous. Mais du coup, en fait, les soignants l'aiment bien parce qu'il y a vraiment quelque chose de voilà, elle a un peu de charme, mais c'est très vivant. Hein. Voilà, c'est une dame qui, le soir, quand elle est chez elle, hein, s'alcoolise, parfois tombe, elle revient, elle est marquée physiquement. Évidemment, il y a un vrai déni de l'alcoolisme. Hein, du ah, oui, je me suis entravé, vous savez ce que c'est, les meubles, les tapis, je ne sais pas quoi. Et on peut dire qu'il y a aussi un refus de se soigner par rapport à ce symptôme-là. Mais par ailleurs, elle vient à l'hôpital du jour parce qu'elle dit que ça lui fait du bien de voir des gens et de discuter alors que elle est toute seule, ses enfants vivent, etc. etc. Hein, et du coup, là aussi, ça nous met dans une position compliquée entre lui dire non mais quand même, vous voyez, il y a un vrai problème, vous vous faites mal, et la crainte d'une rupture de soins. C'est-à-dire qu'on dit si on insiste trop là-dessus, elle va partir. Hein, et je crois que vu le tempérament, ça paraît assez probable. Hein, donc vous voyez, on pourrait parler d'un refus de soins partiel. Effectivement, pour un certain nombre de choses, elle est d'accord que ça lui fait du bien. Hein, on les voit nous, tous les 6 mois en bilan, et à chaque fois dire non, mais j'ai bien envie de continuer. Et puis, si on aborde la question de l'alcool et du fait qu'elle se fait mal, quoi, elle se met en danger, elle évite très rapidement, voilà, et on se dit, elle pourrait effectivement dire que le rapport bénéfice-risque de venir à l'hôpital de jour pourrait tourner à notre désavantage. Hein, ça se dit, non mais si on l'embête trop de son point de vue sur ces histoires-là.
Alors, sur la question du refus de soins, je vous disais aussi qu'évidemment, il y a une vraie spécificité de la psychiatrie, puisque on est dans la seule discipline dans laquelle la loi permet de contraindre aux soins. Quelqu'un qui a n'importe quelle autre maladie, on peut insister, mais moi hier je discutais avec une dame qui disait moi de toute façon, si on me trouvait un cancer, je ne me ferais pas soigner. Et puis je l'ai écrit, je l'ai dit à mes enfants, à mon âge, voilà, ça ira plus vite comme ça, et j'ai pas. Voilà. Et là où effectivement on peut se dire où ça devient compliqué, c'est d'une part, effectivement, quand les gens nous disent ça, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils attendent aussi de nous, hein, voilà, c'est dans une grande discussion, hein, mais encore une fois, on était dans un fantasme, hein, elle n'avait pas de cancer, mais elle l'imaginait. Et puis, voilà, je crois qu'aussi la question qu'on se pose, c'est de se dire, mais est-ce que, hein, et là on peut devenir un peu idéologue, au fond, c'est est-ce que ce ne serait pas pathologique de refuser de se soigner quand on a, psychopathologique, hein, de refuser de se soigner quand on a une maladie grave qu'on pourrait soigner, hein, donc je trouve que, alors, vous êtes tous psychiatres? Non, vous êtes psychologue, psychiatre, d'accord. Voilà, je veux dire, en tout cas, quand on est psychiatre, là, pour le coup, la question peut se poser parce qu'il y a une responsabilité qui est engagée. Hein, et comment on va. Oui, on va faire le distinguo entre un refus, on pourrait dire, qui est assumé par un sujet suffisamment conscient de la situation, et puis quelque chose qui peut être aussi un mouvement dépressif ou mélancolique, et qu'évidemment, du coup, le refus de soins, il porterait sur le cancer, mais ce que nous pouvons proposer, c'est du soin psychique. Hein, et voilà, je trouve qu'il y a une série de situations sur lesquelles on est, au fond, on est un peu sur le fil. Et puis, d'autant hein, que du côté de la loi, hein, il y a tout ce qui est du côté du consentement libre et éclairé, hein, et où là aussi, c'est pas si simple quand même. Hein, on va voir un peu des ruses aussi des médecins, parce que souvent ils ont plutôt envie que les gens se fassent soigner que pas soigner, hein, et comment on présente les choses. Hein, c'est très, je trouve qu'on est sur des choses qui sont très compliquées. Hein, quand je dis des ruses, encore une fois, c'est pas un jugement négatif, hein, mais c'est de se dire voilà comment on présente, et ça rejoint profondément j'y viendrai à la fin, mais la question de la confiance. Bon, il y a quelque temps, j'ai eu une petite opération, je me demandais mon avis, je dis écoutez, moi j'y connais rien, c'est votre boulot, c'est pas le mien. Donc vous m'avez expliqué, moi je vous fais confiance, quoi. Je dis, ah oui, mais il faut quand même que vous signiez le papier. Bon, ok, je signe le papier, mais voilà. Et je me dis, c'est une vraie question quand même. Hein, voilà. Et évidemment, certaines manières de présenter, hein, par exemple des soins qui peuvent être délabrants, peuvent conduire, si on présente de manière un peu trop détaillée, peuvent conduire à des refus de soins. Hein, moi, à Lyon, une étudiante qui était cadre infirmier dans un service d'oncologie, alors j'ai oublié comment ça s'appelait, donc c'était des cancers qui apparaissaient souvent entre 15 et 30 ans, et la seule solution, c'était une amputation haute de la jambe, quand c'était sur la jambe. Et ça, par contre, on sait que ça sauve la vie. En gros, maintenant, on a du recul, il n'y a pas de rechute. Mais en même temps, quand vous dites à quelqu'un de 30 ans ou moins, on va vous amputer à hauteur de la fesse, et vous allez être unijambiste, alors bon, après, il y aura des prothèses et tout ça, mais enfin, bon, au moment de l'annonce, c'est pas sûr, c'est une prothèse, c'est bien, quoi, voilà. Hein, et voilà, vraiment, quand on présente, on fait très très attention aux mots qu'on utilise, parce que, voilà, il y a des mots qui vont cristalliser la présentation les plus négatives. On peut dire aussi que cette question du soin sous contrainte, alors c'est un problème très classique en psychiatrie, mais elle prend à contre-pied notre modèle du soin psychique, qui est plutôt un modèle dans lequel le sujet est plus ou moins demandeur. Et que dans le soin sous contrainte,
Souvent, ce qu'ils demandent, c'est qu'on les foute la paix, en réalité. Hein. Et c'est dans ce cadre-là que, effectivement, va pouvoir éventuellement se construire une forme d'alliance thérapeutique, hein, qui parfois se construit pas du premier coup. Hein. Moi, je pense à certains patients, alors là, pas des patients âgés, mais des patients psychotiques, il a fallu 5, 6, 7 hospitalisations sous contrainte. Voilà, hein, je me rappelle bien, jusqu'au jour où il est arrivé dans le service, on dit, faut me donner une chambre. Voilà. Je me dis, ah oui, mais ils ont appelé le psychiatre, vous comprenez, il faut passer par les urgences, je te donne écouter. On va laisser tomber le protocole. Là. Il a repéré qu'il n'allait pas bien et qu'on était à un bon endroit pour lui. Hein. Le reste, basta. Voilà. Hein, et voilà, dans ce modèle-là, effectivement, on voit bien que l'insistance aux soins des professionnels est aussi en lien à leur angoisse et à l'angoisse que les patients leur ont transmise. Ce n'est pas juste leur propre angoisse, c'est aussi effectivement comment certains patients vont être particulièrement inquiétants. Cette question du refus de soins, je vous propose aussi de l'aborder en reprenant l'opposition qui est devenue classique entre cure et care. Hein. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est un article ancien, hein, c'est obligé d'ailleurs, il y a un texte de Winnicott là-dessus. Un texte des années 70 qui a été repris dans un livre qui s'appelle Conversation ordinaire et qui a été repris d'un petit livre dirigé par, je mangeais son prénom, Worms, W-O-R-M-S, qui est un philosophe du soin, et il a fait un livre là-dessus, à partir du texte de Winnicott, et il y a plusieurs auteurs qui réfléchissent autour de ce texte, hein, et voilà, donc Winnicott rappelle effectivement en 70, la question du care, elle ne se posait pas. Hein, c'est quand même une question qui est émergée un peu après. Voilà, Winnicott insistant sur, voilà, il y a le modèle du soigner, guérir, du modèle médical, et puis le modèle du prendre soin, accompagner, l'un et l'autre ne mobilisant pas. Hein, quand on parle du refus de soins, j'en parlais tout à l'heure, je trouve que cette question elle est importante. Hein, parce que l'un et l'autre ne mobilisent pas les enjeux psychiques, les mêmes enjeux psychiques pour les malades et pour les professionnels. Hein, quand on va prendre et Winnicott dans ce texte, il a un truc très intéressant où il évoque la capacité pour les soignants d'accepter qu'on dépend d'eux. Hein, alors je trouve qu'en particulier en gériatrie, on est souvent dans des modèles de préserver les acquis à tout prix. Et de se dire, oui, mais peut-être bien qu'il faut d'abord pouvoir accueillir la dépendance et que ça va être un point de départ pour la suite. Effectivement, le but n'est pas d'enfermer des gens dans la dépendance et la régression, mais qu'en même temps, la relation, elle se noue aussi à travers ça. Hein, il y a quelque chose de pouvoir porter. Et alors, Winnicott, en bon Winnicott, dit mais finalement, on pourrait aussi imaginer un care cure. C'est-à-dire que ça peut être artificiel d'opposer. Enfin, dans la réalité, il y a des endroits où on est clairement dans du cure, et très bien. Il y a des endroits où on est clairement dans du care, mais on peut aussi imaginer du coup quelque chose de transitionnel, hein, au fond, où il y aurait de la place pour les deux. Où en même temps, on produit un soin, y compris technique, et en même temps, on est dans ce modèle de l'accompagnement. Alors, je me dis que ça peut nous aider à repérer qu'est-ce qui est en jeu du côté du refus de soins, quand il va s'agir d'un soin qui a une visée de guérir, et quand on est dans un soin qui a une visée d'accompagner, où il n'y a pas forcément l'idée que la personne va guérir de sa pathologie ou de sa psychopathologie. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui peut en être d'un soin, par exemple, du refus d'un soin qui, de toute façon, n'est pas présenté comme pouvant guérir. Alors, je veux dire, y compris ce qu'on va avoir dans des troubles cognitifs, parce que des fois, les gens vont nous dire, bon, mais alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire que les troubles cognitifs vont disparaître? Alors, au niveau médicamenteux, pour le moment, non.
voilà, ce qu'on sait, c'est qu'on peut soutenir un certain nombre de processus. Alors, effectivement, si on est dans des pathologies très dépressives, là, les troubles cognitifs peuvent se résorber totalement, mais dans d'autres cas, non. Hein. Voilà, et du coup, on va avoir des patients qui vont se demander si ça vaut la peine de se faire soigner pour vivre plus longtemps quelque chose qui est vécu comme difficile, douloureux, angoissant. Hein, et on sait bien que dans les tableaux démentiels, le risque de suicide peut être très important dans les moments où il y a une prise, on voit une prise de conscience aiguë du déficit, de l'état dans lequel la personne se trouve, de là où elle vit éventuellement, hein, où là on peut avoir des raptus suicidaires. Voilà, hein, donc du coup on pourrait dire c'est aussi la question soins préventifs, curatifs, palliatifs. Hein, ça ne vient pas mobiliser, hein, les refus ne viennent pas mobiliser les mêmes enjeux. Alors en même temps, c'est toujours au regard des représentations que le sujet en a. Hein, je repense toujours à un travail qu'avait fait une collègue, qui s'appelle Christine Durif, qui était un psychosociologue, sur vous savez, arrivé, alors je ne sais plus, 40 ans, etc., ou 50 ans, où on propose aux femmes une mammographie, et alors il y avait une double enquête, c'était qu'est-ce que vous pensez qu'on propose aux femmes, alors mettons 50 ans, une mammographie, et tout ça. 95% des femmes disaient, ça c'est vraiment bien, c'est super, c'est vraiment une bonne idée. Combien de femmes vont faire une mammographie dans son travail? Il y en avait à peine 40%. Du coup, elle va y avoir les autres. Alors, attendez, vous m'avez dit que c'était super, et alors pourquoi non? Et il y avait deux théories. Hein, et je trouve les théories de la maladie des patients sont toujours très passionnantes parce que c'est aussi leur fantasmatique hein, vis-à-vis de leur maladie et de leur corps. Il y avait deux explications. Première explication, la mammographie, c'est des rayons, ça pourrait filer le cancer. Donc vous voyez, un retournement. C'est-à-dire que ce qui était pensé comme préventif devenait une potentielle cause de maladie. Deuxième raison, c'était si j'ai un cancer du sein, foutu pour foutu, j'ai autant pas le savoir. Ce qui là encore est une aberration, parce que ça fait quand même partie des cancers qui soignent bien. Hein. Mais voilà, hein, et je crois qu'on va avoir la même chose, hein, des gens qui ont par exemple des troubles cognitifs, très peu, alors sans doute plus maintenant, parce qu'il y a aussi de l'information, que les généralistes sont plus formés, etc., etc., mais beaucoup ne vont pas demander. Parce qu'en même temps, ils perçoivent des trucs, en même temps, il y a des mouvements de dénégation chez eux, des mouvements de rationalisation. Et là, moi, il n'y a pas longtemps, à l'hôpital de jour, il y a un monsieur qui me dit, oh là là, vous savez quand même, comment il me dit ça, mais enfin, en gros, j'ai l'impression que ça marche plus bien dans le citron. Alors je dis, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais il dit, voilà, je lis des trucs et tout ça. Il dit, puis alors, vous savez, c'est pas facile parce que quand j'en parle à mes enfants, ils me disent, oh, mais tu sais ce que c'est, papa, mais nous aussi, on oublie des trucs. Donc, vraiment, typiquement, la banalisation. Alors, des enfants, ce qu'il dit, hein, ils sont plutôt aimants et attentifs, hein, mais ils peuvent, eux-mêmes, ça va tellement les angoisser qu'ils se rassurent en rassurant leur père. Et lui, il vient en parler, et du coup, je dis, écoutez, vous savez que dans l'équipe, il y a une neuropsychologue. Si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez peut-être en parler autour de vous, enfin, de votre femme, je ne sais pas quoi, mais c'est une possibilité. Voilà. Donc là, on en est là. Je ne sais pas ce qu'il en fera, mais en tout cas, lui, ce qu'il disait, c'était, il commençait effectivement à se dire, ça va pas bien, alors avec l'idée que peut-être il y aurait quelque chose à faire, hein, alors qu'il y en a d'autres qui ont dit, de toute façon, c'est foutu, donc je ne veux pas le savoir. Donc, ce refus de soins, donc je vais essayer de le reprendre à travers différents axes, selon en particulier qu'il y a conscience ou pas d'un besoin de soins. Hein, et que, il me semble que le premier niveau, c'est vraiment, enfin le premier niveau, le niveau le plus éloigné d'une certaine manière, c'est quand il n'y a pas conscience d'un besoin de soins. Et au fond, voilà, mais ne serait-ce que par exemple les rationalisations
de dire bah oui, mais vous savez ce que c'est, quand on vieillit, c'est bien normal de ne pas avoir le moral. Bah non. Enfin, on ne dit pas ça comme ça, mais intellectuellement, bah non. C'est pas la norme du vieillissement de ne pas avoir le moral. C'est bien qu'il est en train de se passer quelque chose. On va voir aussi que voilà, il peut y avoir des craintes de s'inscrire dans une relation. C'est aussi toute l'histoire du rapport des sujets à la dépendance. Et que si on voit des sujets âgés, mais c'est vrai à d'autres âges de la vie, qui vont être très sollicitants vis-à-vis des médecins, il y en a d'autres qui ne vont jamais solliciter. Comme s'ils avaient aussi peur. Voilà, on rappelle de quelqu'un qui disait ça, qui disait oh là là, mais non, mais moi je ne vais jamais voir le médecin parce que de toute façon, quand on repart, on a toujours quelque chose. Alors, comme il avait du mot, je dis on peut penser quand même que vous l'aviez avant, mais juste vous ne saviez pas. C'est quand il aime, quand il dit ça, quand il aime dans le normal et pathologique, c'est effectivement on arrive en bonne santé et on ressort malade. Parce qu'il y a un diagnostic et en même temps on est allé voir le médecin quand même. Bon, il y a sans doute une petite part d'ambivalence. Alors, dans les différents cas, première situation que je voulais m'arrêter un peu plus, c'est effectivement, on va dire, dans le refus de soins, les cas ouvertement psychopathologiques. Où, voilà, alors, je pense qu'il y a des situations de mélancolie délirante, où là, très clairement, voilà, la personne va souvent recourir à un autre système d'interprétation, qu'elle est foutue, qu'elle est damnée, etc., et que de toute façon, il n'y a rien à faire, l'idée d'incurabilité, donc ça ne sert à rien, parce que de toute façon, vous ne pourrez rien faire. On peut aussi avoir cette question-là dans les troubles démentiels avancés. Alors, avec tout le débat, est-ce qu'on le pense, c'est pas la nouvelle de lecture, mais est-ce qu'on le pense du côté anosognostique, c'est-à-dire effectivement neuro, ou est-ce qu'on le pense du côté du déni? Voilà. Ça, ce qu'on voit bien en tout cas, c'est que c'est, dans un cas comme dans l'autre, c'est irrégulier. Il y a quand même, ce que je disais tout à l'heure avec les moments dépressifs, peut y avoir des moments où l'anosognosie ou le déni vont céder et puis se remettre en place. Et voilà, on peut voir vraiment la dimension défensive de ces mécanismes-là. La maladie peut être vécue comme une punition, etc. Je ne reviens pas sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure autour de, y compris dans ces situations-là, toute cette question, on pourrait dire la question éthique de la psychopathologisation du refus de soins, c'est-à-dire de se dire en même temps, qu'est-ce que ça nous donne à entendre de là où en est le sujet, de quel est le désir du sujet à ce moment-là, quelle est peut-être sa quête de rencontrer quelqu'un. Deuxième aspect, c'est l'incapacité du sujet à repérer, à identifier ses propres mouvements internes et en particulier ses affects. Alors, les psychosomaticiens parlaient d'alexithymie, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est de ce côté-là. C'est effectivement des gens qui ne repèrent pas que ce qu'ils vivent, c'est de la tristesse, ou c'est de l'angoisse, et que le nommer, souvent c'est un peu compliqué. Pareil, je pense à Miguel, où le psychiatre lui propose un traitement, il disant mais quand même, vous vous rendez compte, vous nous en avez pas fait. Voilà, vous voyez, vous êtes vraiment déprimé, ça nous inquiète. Et alors après, il dit, il ne voit rien, il dit n'importe quoi, il a dit que j'étais déprimé. Alors toute l'équipe disait, oui, c'est vrai quand même, vous avez... Puis donnant des exemples de ce que cette dame disait, mais il a fallu un sacré bout de temps pour qu'elle accepte que ce qu'elle vivait, ça s'appelait de la dépression. Elle disait, non, mais je pleure pas. Oui, d'accord, ce qui était sans doute vrai, mais il n'empêche qu'il y avait un affect de tristesse extrêmement important. Alors, je crois que cette... donc là, on est effectivement dans quelque chose qui va sous-tendre une forme de refus de soins, parce qu'effectivement, il n'y a pas de perception
faut dire, l'organisation psychique s'organise pour protéger de percevoir les affects de tristesse ou d'angoisse, ou voilà. Et que je pense que ça se construit beaucoup en lien avec on peut dire d'abord la relation primaire, hein, la relation du bébé et de ses parents, qui vont aider, ou pas, à identifier ce qui se passe dans le sujet. Alors moi, je suis grand-père depuis pas longtemps, j'ai été épaté là, de voir dans les cadeaux que petite fille a eu, elle a au moins 5 livres sur les émotions. Vraiment, il y a plein de bouquins et très bien foutus. Et effectivement, je crois qu'il repose beaucoup sur cette idée de on ne sait pas bien parler de nos émotions, donc on va passer par la médiation d'un livre, avec des couleurs, avec tout ça. Je dis, ouais, alors, je ne sais pas si tous les parents achètent des livres sur les émotions, je suis pas sûr, mais en tout cas, ça vient dire, je trouve que ça vient dire quelque chose, et que ça peut être un étayage. Là, il n'y a pas longtemps, l'hôpital de Jouy, il y a une infirmière qui disait, mais il faudrait qu'on réfléchisse comment on pourrait adapter ces livres-là. Bien sûr, on ne va pas leur proposer des livres pour les tout petits, mais il y a une jeune stagiaire qui proposait, vous savez, le film alors comment il s'appelle, de Pixar, là, sur les émotions. Vice versa. Voilà. Alors on ne l'a pas encore fait, mais ça nous a paru une bonne idée. On s'est dit, oui, tiens, ça met en scène les émotions, et ça pourrait peut-être être un soutien pour les personnes, pour un peu identifier les émotions, enfin pour celles qui n'y arrivent pas. Hein. Voilà. Et je crois que c'est très en lien avec la manière dont effectivement le sujet dans sa vie émotionnelle a été ou n'a pas été parlé, ou comment il a été parlé. Parce que tout bête, mais quand on est un garçon, et alors en particulier les garçons qu'on a nous comme patients, donc les garçons qui ont plutôt 80 ans, globalement ils n'ont pas été éduqués pour être attentifs à leurs émotions. Et que quand même un garçon ça ne pleure pas, etc. etc. Et il peut y avoir aussi de la honte du coup, certains patients qui vont ressentir des émotions qui leur paraissent déplacées parce qu'ils sont un homme, ou d'ailleurs pour certaines femmes aussi, qui ont été élevées un peu à la dure, il ne faut pas s'écouter, etc. etc. Et il y a souvent quelque chose de la honte, de découvrir qu'on a des émotions, c'est presque vécu comme anormal. C'est non, mais faut pas s'écouter. Et là encore, je crois que dans le refus de soins, il y a le refus du risque que le soin fait prendre. Moi, je pense à une dame qui avait été hospitalisée, alors qu'elle était un tableau plutôt de type démentiel. Elle avait perdu, son mari était mort 2 ou 3 mois avant, et cette dame était, alors vraiment, faisait presque trop démente, quoi, alors que 2 mois avant, il n'y avait pas de trouble cognitif, mais voilà. Au bout de, peut-être bien, régulièrement je la voyais, et elle disait, ah ben non mais il faut que j'y aille, mon mari m'attend, il n'aime pas que je sois en retard, tout ça, alors régulièrement, c'est de reprendre que son mari lui manquait, que voilà, bon. Et puis un jour elle me dit, mais dites-moi pas qu'il est mort. Je crois que vous le savez déjà. Alors là elle s'est effondrée. Mais on a commencé à travailler, c'est-à-dire qu'en même temps, elle acceptait de prendre un antidépresseur, elle acceptait d'être à l'hôpital, voilà. Mais je me rappelle, quand elle est sortie de mon bureau, alors elle était vraiment en larmes, il y a une infirmière qui me dit, bravo, en plus vous la faites pleurer. Alors, du coup, après j'ai repris, j'ai dit, mais vous savez, je crois que c'est une chance. C'est une chance qu'elle puisse pleurer, qu'elle se confronte à la mort de son mari, voilà, elle dit ça comme quelque chose d'horrible. Et effectivement, on a vu très rapidement les troubles d'allure démentielle ont disparu. Mais effectivement, on est passé par un épisode dépressif lourd, ça veut dire qu'il reste un bon moment à l'hôpital. Voilà, c'est-à-dire aussi, quand on provoque des émotions, le patient lui-même peut se défendre d'engager la relation parce que il a peur de ce que ça va lui faire vivre, et peut-être aussi parce qu'il n'est pas si sûr que ça, que l'environnement, y compris soignant, saura l'accompagner pour traverser ça. Vous savez, au fond, c'est le modèle de Winnicott dans La crainte de l'effondrement. Vous savez, dans le texte qui s'appelle La crainte de l'effondrement, qui est vraiment un des
trouve un des plus grands textes de Winnicott, qui est un texte tardif. Winnicott dit, quand un patient... Alors, ce qu'il dit bien, c'est pas un patient qui a peur de s'effondrer, c'est dans le cadre de la cure, à un moment donné, un patient qui va mieux commence à verbaliser qu'il va arrêter parce qu'il a peur de s'effondrer. Et Winnicott dit, en fait, c'est parce qu'il commence à toucher du doigt un effondrement qui a déjà lieu. C'est-à-dire qu'il projette dans le futur, comme vaut mieux arrêter, un effondrement qui a déjà lieu. Et pourquoi? Parce qu'au moment où il l'a vécu, il n'a pas trouvé un environnement à même de l'accompagner dans ce qu'il était en train de vivre. Et qu'il n'est pas si sûr que ça, que, en l'occurrence Winnicott, sera capable de l'aider cette fois à traverser cette épreuve qui a été particulièrement destructrice pour lui. Et moi, je trouve qu'on voit ça dans les cliniques des âgés, c'est-à-dire aussi ce moment où il y a... Oui, en même temps, il y a peur d'y aller, parce que c'était extrêmement traumatique, et du coup, si c'est y aller pour le revivre, c'est bon, quoi, on a déjà donné, on peut s'en... Et qu'en même temps, si on peut le traverser, ça permettra de vivre autrement. Et que je trouve que c'est vraiment, enfin, Winnicott il insiste dans le texte Cure sur la question de la confiance. Je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est une question qui est absolument fondamentale. Et que, voilà, cette confiance, évidemment, elle n'est pas déclarative, elle s'éprouve. C'est, ben oui, vous avez été là, vous avez tenu le choc, vous n'avez pas lâché, même si, parce que quand même, moi je pense à certains patients, il faut avoir des patience, parce qu'ils attaquent, et qu'au fond, ce qui est en jeu, c'est, voilà, là aussi, vous avez remarqué que je suis un fan de Winnicott, mais ouais, Winnicott et tout ça, il dit, c'est effectivement ne pas se laisser détruire. Et effectivement, pouvoir dire que ça attaque. Parce que sinon on est insensible, et ça c'est pas terrible non plus. Si on est sur la posture même pas mal, non, mais en tout cas pas quelque chose qui est ni du côté du psy qui s'effondre, évidemment, c'est quand même l'immense avantage de travailler dans l'équipe, je trouve, ni du côté du rejet, dire bon bah écoutez, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, voilà. On en a d'autres, enfin, voilà. Voilà, je me dis effectivement, ça pose toute la question de la relation de soi à soi, au fond, et comment certaines réactions vont être, on pourrait dire, des réactions de prestance, c'est-à-dire des réactions narcissiques. C'est-à-dire alors je reviens quand même, sournoisement, sur la question de la dignité. Non mais, parce que, quelle expérience va avoir le sujet qui pense que s'il est dépendant, il perd sa dignité. Mais moi, j'ai été très marqué par le bouquin de Châtelet, La dernière leçon, où la mère, elle dit qu'elle décide de mourir au moment où elle arrête de conduire. Et que ne plus conduire, ça lui fait perdre sa dignité. Elle dit, alors moi, ça m'a beaucoup questionné. Je me suis dit, mais quand même... Comment vivent les gens qui ne conduisent pas? Ben oui, voilà, ils sont parisiens, donc c'est pas pareil. C'est ça. Mais, voilà, moi, il y a un monsieur, il n'y a pas longtemps, Peter Duchot, qui disait ça, qui disait, vous savez, c'est vraiment dur, quoi, parce que mes enfants, alors il était malin aussi, il dit, c'est incroyable le nombre de prétextes qu'ils trouvent pour m'accompagner ou me faire accompagner. Il dit, mais j'ai très bien compris qu'il ne veut plus que je conduise. Et il dit, je pense qu'ils ont raison, mais c'est dur. C'est sacrément difficile. Voilà. Enfin, vraiment, je trouvais qu'il disait très très bien les choses, ce monsieur. C'est-à-dire qu'il repérait bien qu'effectivement, il n'était plus très réactif. Enfin, il le disait comme ça, il disait, bah oui, j'ai plus les mêmes réflexes qu'avant, etc. Mais en même temps, il y avait vraiment l'idée, quelque chose de narcissique, voilà, ça avait été, en plus, je pense, dans sa génération et en tant qu'homme, voilà, il y avait une prestance,
Voilà, et du coup, dans le refus de soins, il y a quelque chose comme ça, et que cette atteinte à la dignité, à ce que le sujet, lui, vit subjectivement comme sa dignité, encore une fois, ça existe pas en valeur absolue, ça fait partie des choses qui peuvent aussi conduire au suicide à un moment donné. Et alors je veux dire, en même temps, ça pose la question de quelles relations, quelles expériences de relations de dépendance ils ont pu avoir, y compris dans la petite enfance, qui fait que ça ne donne pas un soubassement suffisamment solide. Hein. Alors, sachant que ça peut se rejouer dans la vie, hein. Il y a des gens, ils vont faire d'autres rencontres à d'autres moments, et ça va leur permettre de reconstruire. Hein. On n'est pas dans une fatalité, genre, de toute façon, c'était raté au début, c'est foutu. Hein. Il y a effectivement des tas de moments où ça peut se rejouer. Hein. Mais là aussi, Winnicott il dit ça, il dit au fond, qu'est-ce qui fait, voilà, pour dire, il dit en temps ordinaire, un individu ordinaire, il va trouver dans son environnement de quoi se soigner. Il va le trouver, par exemple, en devenant psy. Hein, voilà, c'était notre solution à l'ego. Mais voilà, c'est important de le soutenir. Mais en faisant des tas d'autres choses aussi, hein, pas qu'en devenant psy. Mais voilà, on va trouver un métier qui va plutôt nous faire du bien, qui va plutôt nous aider à vivre. On va trouver un conjoint qui va plutôt nous faire du bien, qui va plutôt nous aider à vivre. Et puis des fois, on est dans des mouvements de compulsion de répétition, où au contraire, on va se trouver un conjoint qui va répéter les expériences, alors évidemment je pense à la maltraitance, et qui va répéter les expériences de maltraitance qu'on a pu avoir enfant. Où on va se trouver un boulot, où on va être mal, etc. Voilà, où on est toujours, par exemple, en situation de jouer avec le trauma, etc. etc. Hein. Donc voilà, Winnicott, il dit voilà, il y a plein de gens, ils se débrouillent comme ça. Au fond, ils sont suffisamment capables de prendre soin d'eux-mêmes par eux-mêmes pour trouver dans leur environnement ce qui va leur faire du bien. Et il dit au fond, nous les psys, on est utile pour ceux qui ne sont pas capables. Et du coup, il va falloir leur ramener un professionnel à condition qu'ils acceptent de s'en saisir. Hein, ce qui n'est pas si évident non plus. Hein. Et qu'effectivement, dans ces enjeux-là, hein, peut y avoir effectivement, je disais, des questions de dignité, hein, puis tout le côté qui peut être vécu comme stigmatisant de voir un psy. Hein, moi je me rappelle aussi à l'hôpital de Joie, il y a une dame qui dit oh là là, si j'avais su que c'était ça, un psychiatre, j'y serais allé plus tôt, par mon collègue. Voilà, elle avait vraiment l'idée de je sais pas quoi, puis elle est tombée sur un type qui était bienveillant, qui était. Et puis, oui, mais voilà, alors elle s'imaginait, je sais pas très bien quoi, mais en tout cas un truc qui faisait drôlement peur. Hein. Et voilà, et elle pouvait le dire, enfin, j'avais trouvé que c'était vraiment intéressant. Et puis, dans les autres points que je voulais un tout petit peu aborder, hein, effectivement, du refus de soins, il y a effectivement, là aussi, la question de la perte du sens de la vie, ou la conviction que la vie à venir ne vaudra pas la peine d'être vécue, voire va être une source de souffrance, que ce soit parce qu'on a perdu des proches et qu'on risque, enfin c'est pas un risque, il y a toutes les chances que si on vive, quand on a 80-85 ans, on va continuer d'en perdre, que éventuellement le corps fait un peu souffrir, présente des difficultés, etc. etc. Et du coup, on pourrait dire, ne pas demander de soins, c'est aussi se dire de toute façon il n'y a pas à soigner parce que c'est ça la vie. Et vous voyez, on est dans une grille, c'est une espèce de conviction que de toute façon ça peut aller que de mal en pire. Je me rappelle il n'y a pas longtemps une patiente, j'utilise une méthode qui s'appelle le photolangage, donc on présente des photos, les gens choisissent et puis parlent à partir de là. Et la dame prend une photo, c'est une maman avec un bébé qui vient de naître et qui crie. Et elle dit, on est bien averti, quand on commence par pleurer.
mais honnêtement, mais ça m'a plombé. mais vraiment. Et je me suis dit, oh là là, elle vit ça, cette dame, quoi. C'est-à-dire, d'emblée, c'est pourri. Voilà. Et voilà, il me dit, il faut absolument que je trouve quelque chose à dire. Parce que les autres étaient plombés pareil, hein, quand même. Voilà. Alors, effectivement, bon. Et en même temps, qu'ils ne soient pas un truc défensif, ah non, mais quand même, la vie est belle. Ben non, on ne pas rigoler. Enfin, vu l'histoire qu'elle avait, je ne vais pas dire, la vie est belle. Mais voilà, je pense que j'ai ramené du côté de, vous savez, pour un bébé, c'est un réflexe qui l'ouvre à la vie. Voilà. C'est ce qui lui permet de respirer. C'était bien essayé. Oui, non, mais, en tout cas, je me disais, c'est impossible de les laisser avec ça, quoi. Parce que là, ils étaient tous écrasés quand même par un mouvement très, très mélancolique, hein, de dire, voilà, d'emblée, les bébés ils le savent, c'est pourri, donc ils commencent par pleurer. Voilà. Je me disais que dans le refus de soins, oui, puis après, comme ça, on pourra changer. Puis, je remettrai mon truc au prof, donc si vous avez un mailing, je vous le... Oui. Et puis on a des demandes aussi de référence des livres dont vous avez parlé. D'accord. Du coup, je ferai une biblio. Super. Voilà, la bio, j'ai fait à la main, mais je vous enverrai tout ça rapidement. Super. Dernier point, c'était en lien, du coup, ce sera encore une référence, effectivement, le refus de soins, comme le suicide au demeurant, qui peut aussi être pensé comme un acte actif, là où le sujet va craindre, c'est André Green qui parle d'être passivé. C'est-à-dire, c'est pas être passif au sens où on peut y avoir un investissement de la passivité, qui peut être aussi un investissement agréable, mais c'est d'être rendu passif. Hein, qu'on vous impose une forme de passivité, hein, et que un certain nombre de sujets vont vraiment vivre ça. Hein. Alors, par exemple, dans la dépendance physique, hein, ça fait quoi de dépendre de quelqu'un pour se déplacer, pire pour aller aux toilettes, hein, et que cette passivation, hein, c'est le terme de Green, peut être vécue du côté de la honte. Hein, et renvoyer là aussi à des expériences d'impuissance, y compris d'impuissance infantile. Hein, voilà. Et du coup, refuser le soin ou se suicider, c'est redevenir acteur de sa propre vie. Alors on peut dire sans doute avec une dimension paradoxale, hein, mais on reprend la maîtrise des choses, quitte à ce que ce soit pour les arrêter. Mais que là aussi, alors, quand je parle de la passivation, je me dis, voilà, il y a effectivement ce qui est lié aux expériences archaïques, infantiles, mais il y a aussi ce qui est vraiment lié aux modalités de prise en charge des institutions. Et que y a quand même certaines modalités de fonctionnement qui passivent et qui font violence. Enfin, ne serait-ce que, c'est banal, oui, ça n'a rien d'exceptionnel en tout cas, une personne âgée continente qui ne peut plus se déplacer, et on lui dit, non mais là, il n'y a pas assez de personnel, mais ne vous inquiétez pas, vous avez une protection. Et elle se retient, et puis à un moment, elle ne peut plus. Voilà, je me rappelle d'une dame où l'EHPAD me dit, mais vous verrez, elle est hyper agressive, elle est odieuse, et tout. Et puis quand on a commencé à essayer de comprendre ce qui se passait et tout, c'était ça. Et alors effectivement, elle était odieuse. Mais attendez, vous seriez coincé, vous seriez obligé de vous pisser dessus. Est-ce que ça vous rendrait agréable? C'est pas gagné quand même. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, et du coup, je pense que le refus du côté de l'opposition, c'est une manière de redevenir actif dans des situations où on est passivé. Alors, bien sûr, il y a une part qui est liée ou au corps ou au cognitif, mais il y a aussi une part qui est liée à l'environnement. Hein, et que un certain nombre de travaux récents montrent à quel point cette passivation, elle peut être presque mise en mode de gestion, hein, dans certains EHPAD. Alors, je me disais que cette question du refus de soins, hein, je finirai avec ça, mais on peut la mettre en lien. Moi, j'ai repensé à tout le travail de Jean Furtos, hein,
qui est un psychiatre qui a beaucoup travaillé sur les SDF, sur la grande précarité, etc., et qui a développé l'idée de la clinique, ce qu'il appelle la clinique de l'aller vers. Hein, il y a eu en ligne, vous pouvez trouver, ils ont une revue qui s'appelle Rhizome, qu'on peut charger gratuitement, et il y a eu, il y a pas très longtemps, ils ont fait un numéro sur la clinique de l'aller vers. Hein, et je crois que vous voyez, c'est aussi une manière de se dire, au fond, on anticipe la demande, parce que, enfin, il n'y a pas de demande en réalité. Hein, c'est même pas, il n'y a pas de demande. Et du coup, alors après, ça pose toute la question, en gériatrie et ailleurs, hein, de comment on repère les gens. Parce que, justement, si vous avez des SDF dans la rue, vous les voyez. Si vous avez des personnes très âgées, repliées chez elles, qui n'ont pas été, qui n'ont jamais eu de difficultés particulières, hein, c'est souvent parce qu'il y a un environnement qui peut à un moment dire, bah, quand même, la voisine, on la voit plus, ou je ne sais pas quoi. Mais il y a aussi des cas où cet enfermement, il conduit à un isolement radical et parfois à la mort des gens chez eux. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, comme ça on aura du temps pour échanger. Super.